pour me faire un réseau dans le milieu du cinéma indépendant, le cinéma qui m'intéresse surtout. En tant que réalisatrice, j'avais déjà cette idée de comprendre comment on fait exister un film indépendant après qu'il soit terminé. Ok, parce que là sur le projet, entre l'idée et la publication, il y a combien de temps qui va se passer ? 4 ans, je pense. Enfin, honnêtement, ouais, c'est pas loin de ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast que j'ai pu faire avec Sophie. Sophie, c'est une femme à plusieurs casquettes. Elle est vidéaste engagée, elle est réalisatrice, elle est enseignante, mais aussi créatrice de contenu. Elle réalise des vidéos pour des entreprises, pour des associations, mais aussi pas mal de vidéos de voyage qu'elle partage d'ailleurs sur sa chaîne. Elle est surtout sur un de ses plus gros projets qui est de réaliser un film, et ça va être d'ailleurs un des gros sujets de cet épisode-là. Donc elle va nous parler de son parcours, de son quotidien, mais surtout de son film, de comment elle a réussi à trouver des idées, comment elle a pu trouver des financements et aussi tout le parcours un peu du combattant pour réaliser son propre film. Bref, très content de cet épisode avec Sophie. J'ai appris énormément de choses et du coup j'espère aussi que ça va vous plaire. Pour rappel, là vous allez avoir qu'une seule partie de notre échange. Si jamais vous voulez aller voir tout l'échange, c'est uniquement en audio et c'est le premier lien du coup en description vers mon podcast. Je vous laisse avec notre échange avec Sophie. Bon visionnage. Salut Sophie. Salut Maxime. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. T'es pas très loin parce que t'es à Nantes. Exactement. Tu te considères comme nantaise ? Oui, je me considère comme nantaise. Ça fait déjà plus d'1 an et je voulais être nantaise. Ah ouais ? Ouais, je voulais être vraiment nantaise. J'ai découvert Nantes par hasard en fin de lycée et je suis tombée amoureuse de la ville et je me suis dit il faut que j'y vive un jour. Okay. Donc voilà, c'était vraiment un de mes objectifs et j'aime trop l'esthétique de la ville, l'ambiance, l'accès à la culture et tout ça. Trop bien, parce que c'est pas souvent qu'on entend ça. Il y a un peu le truc des médias où Nantes n'a pas une très très belle... on n'a pas une très belle vision, je trouve, de Nantes. Moi, j'adore cette ville, je suis nantais de base et tout, donc j'ai toujours vécu ici, et j'adore cette ville. Mais je croise pas beaucoup de gens qui disent « Ah, je rêve de cette ville-là, je veux venir ici, quoi, tu vois ». J'ai l'impression que c'est très contrasté. Soit les gens, ils ont une image hyper négative. Moi, quand je disais que je voulais y aller, ils étaient là, t'es sûr et tout, c'est dangereux, ouais, c'est craignos, etc. C'est souvent ça qu'on dit, c'est drôle. Mais bon, j'ai vécu dans le 93, donc je m'en moque. Donc, comparé au 93, tu préfères Nantes ? Ouais. Ça va, ok. Écoute, on va parler de pas mal de choses dans cet épisode-là. Je suis content de te recevoir parce que... alors déjà, tu as fait beaucoup de podcasts. Oui. Donc, on va dire, tu es dans le hot invité dans les podcasts. Mais en vrai, c'est intéressant parce que tu as un positionnement qui est un peu différent dans la vidéo. Et tu as aussi une posture qui fait que, justement, ça change un petit peu. Et c'est agréable. Je trouve qu'il y a un aspect un peu vent frais. On parlera aussi de ce que tu fais sur la création de contenu, tout ça. Mais tu as un journal de la réalisatrice que moi, j'aime beaucoup, que je suis, parce que c'est pas du tout mon monde. Okay. Et du coup, ça va être intéressant de parler de ça. Déjà... Toi qui fais quand même plusieurs activités, plusieurs choses, comment tu te présentes ? C'est difficile parce qu'effectivement, j'ai plusieurs casquettes, donc ça dépend face à qui je suis. Okay. Je vais pas me présenter de la même façon, mais souvent, en tout cas en tant que vidéaste, je me présente comme vidéaste engagée et réalisatrice. Et après, j'ai d'autres casquettes. Donc, je suis intervenante aussi, je donne des cours d'analyse filmique, mais c'est toujours autour de l'image, de la vidéo, du cinéma. Mais je me présente comme vidéaste engagée. Ok, alors ce deuxième terme-là, il est intéressant parce qu'on ne l'entend pas souvent. C'est quoi ta définition d'engagé pour toi ? C'est de choisir les contrats par rapport à l'impact que va avoir la vidéo ou ce que je vais produire pour un client. Donc, ça va être de choisir des contrats en lien avec le slow tourisme, le tourisme local, la culture, le cinéma indépendant. En fait, de choisir vraiment plus des thématiques que, par exemple, je veux tourner que autour de Nantes ou de ce genre de choses. C'est vraiment pas le budget qui va définir mon envie de travailler sur un projet, par exemple, mais vraiment le sujet. Et est-ce que je peux... être fière de l'avoir fait et me dire « Ok, c'est utile ou pas ». Ok. Et du coup, jusqu'ici, est-ce que tu as eu justement des projets où c'était pas trop en phase avec tes valeurs, où tu t'es dit « Je me vois pas trop y aller » ou... Ça m'est arrivé, mais du coup, c'est pas allé très loin. Surtout que vu que j'ai communiqué dès le début sur cet axe-là, les gens viennent plus me voir, en fait, si ça coïncide pas. Donc, très souvent, quand on me contacte, c'est parce que j'ai cette démarche-là et que je me présente comme ça. Donc, au début, oui, j'ai refusé des contrats, etc., mais qui n'étaient pas forcément intéressants en plus. Et après, j'ai pas eu à refuser de contrat parce que ces gens-là, de toute façon, de base, ne me contactent pas, ne me démarchent pas. Donc, ça va. C'est juste au début que c'était plus compliqué à se lancer, peut-être, parce que tu te fermes un peu des portes. Ok. Est-ce que ça, dès le début, quand tu t'es lancé dans la vidéo, tu t'es dit « Ok, je vais aller vers cet axe-là » ?
Ouais. Ok, parce que c'était quelque chose que... Enfin, je sais pas, dans ta vie perso aussi que c'est... Ça faisait sens pour moi, en fait. Enfin, je me suis pas vraiment posé la question, en fait, mais ça faisait sens et c'est ce dans quoi je me sentais la plus à l'aise aussi. Enfin, tu vois, je t'ai cité des choses beaucoup en lien avec la nature, l'outdoor et tout ça. Bah, ça, j'adore filmer ça. De toute façon, il y a plein de choses que j'aimerais pas filmer et donc, du coup, c'est pas venu à moi non plus. Enfin... Ouais, dès le début, je voulais vraiment pouvoir allier mes valeurs à ma création. Ce qui est beau en soi. Ouais. Parce qu'en général, quand on se lance dans une activité, on essaye de trouver ses marques, de savoir ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Et toi, c'est assez rare parce que du coup, dès le début, tu savais à peu près où est-ce que tu voulais aller ou du moins avec qui travailler, quoi. Ouais. Ok. Et justement, sur cette partie-là, est-ce que les clients qui viennent à toi, tu sens qu'ils sont dans cette même idéologie ou du moins, enfin pas idéologie, mais dans ces mêmes valeurs? Complètement. Ok. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, c'est plus tu crées en fait une image autour de toi de ce que tu veux faire, de ce que tu veux créer et partager. En fait, plus les personnes que tu attires sont dans la même démarche. Et ça, c'est trop bien parce que ça facilite... ça fait un tri, en fait, directement. Donc ça, c'est très, très pratique. Et souvent, étant donné qu'ils ont les mêmes valeurs, c'est beaucoup plus fluide dans la création, dans la production de la vidéo, parce que on est sur la même longueur d'onde de base. Donc, on sait qu'on va pas se perdre, quoi. Ok. Comment tu fais, justement, pour communiquer? Est-ce que tu parles de ça, de quand tu le dis, entre guillemets, que tu es engagé, etc. Par quel canal? Comment tu fais pour que les gens aient l'info, quoi? Déjà, c'est écrit sur la description de mon Instagram. Mais par exemple, c'est écrit... je vais en parler souvent sur des posts LinkedIn, par exemple, ou même dans ma description LinkedIn, c'est écrit. Dans la description de mon site, qui est similaire à celle de LinkedIn, c'est écrit aussi. En fait, tous les endroits où on peut trouver ou chercher des infos sur moi, on aura cette info-là directement qui va ressortir. Et puis, plus tu le dis souvent, plus tu le communiques et les gens l'intègrent, dans tous les cas. Après. Ok. Donc ça c'est assez intéressant. Est-ce que donc là, si tu nous parles un peu de la typologie de vidéos que tu peux faire pour des clients, c'est quel style de vidéo? Alors, moi, déjà, je peux te dire ce que je ne fais pas du tout. Okay. Je travaille déjà de façon très, très légère en termes de matos. Donc, tout ce qui est tournage dans des studios avec de la lumière, installation de lumière complexe, je ne fais pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler avec la lumière naturelle. C'est toujours un côté presque un peu reportage, documentaire, même si j'ai déjà fait des vidéos très esthétiques, très mises en scène. Mais il y a toujours cet aspect-là dans les vidéos de travail avec la lumière naturelle, filmer en extérieur. Donc, du coup, les thématiques que je vais beaucoup travailler, ça va être pour des offices de tourisme, de la randonnée, de l'outdoor. Là, je vais bientôt faire un contrat avec un média vélo et avec la ville d'Angers où on va faire des reportages de personnes qui vont travailler à vélo. Donc, du coup, on les filme, et puis ils nous racontent comment ça a changé leur quotidien. Et c'est un genre de reportage, en fait. Donc, il y a tout ce côté-là, outdoor, sport, nature, et tout le côté, on va dire... festival de cinéma, culture, où je vais faire des after-movies, des entretiens de cinéastes. Évidemment, là, je fais une installation lumière, mais toujours quelque chose de très classique. J'ai quand même des lights quand il faut, quand c'est nécessaire. Et sinon, je fais quelques films de mariage aussi. Ça dépend. Mais globalement, c'est beaucoup de choses à prendre sur le vif, en fait. C'est pas compliqué, justement, de le faire parce que du coup, t'es pas mal dépendant de la météo, des lumières qu'il y a là où tu vas filmer, etc. Tu arrives quand même à t'adapter, du coup? Des fois, il y a des vidéos qui sont mieux que d'autres, surtout quand c'est par exemple un office de tourisme qui n'a pas beaucoup de budget, que tu dois faire plein de petites vidéos et que quelqu'un est dispo qu'un jour, par exemple, parce que souvent, tu vois, par exemple, tu dois filmer une randonnée, mettons. Tu vas avoir des figurants qui ne sont pas payés parce que l'office de tourisme n'a pas d'argent, mais offre des cadeaux en échange ou des choses comme ça. Et tu as que cette journée-là avec les gens. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir composer avec la lumière. Et même si elle n'est pas intéressante, rendre ça intéressant par d'autres cadres, par une originalité, créer l'esthétique ailleurs, si elle n'est pas dans la golden hour trop belle, quoi. C'est intéressant parce que du coup, j'imagine que ces marques-là ou ces entreprises ou ces associations, elles ont moins l'habitude d'avoir un profil comme ça. Parce qu'en général, quand tu es vidéaste, c'est pas que tu te plies aux exigences de ton client, mais toi, tu arrives en disant, voilà comment je travaille, si vous êtes chaud, on fait un truc ensemble. Alors que quand tu débutes et quand tu avances, etc., c'est en général l'inverse. Donc, c'est intéressant, ça.
ton positionnement là-dessus? Bah, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Mais pour moi, c'était naturel dès le début. Et souvent, les clients aiment, ils reviennent, en fait, parce qu'ils aiment cette façon de faire, en fait, et d'anticiper les tournages et de travailler comme ça avec ce qui est offert sur le moment aussi. Puis, il y a beaucoup de contrats où, de toute façon, il y a une date qui est bloquée et ça sera chaque année à cette date-là. Et tu dois faire une after movie qui est belle, où tu as envie d'aller à l'événement, etc., même s'il fait moche. Oui. C'est... Ok. Justement, tu parles de l'aspect très nature des prods que tu peux faire, des vidéos, etc. Tu penses où est-ce que ça vient, ça, ce côté très connexion avec la nature? Vaste question. Déjà, j'ai appris à la technique, la vidéo, surtout en faisant des films de voyage et des films contemplatifs. Et surtout des films en nature. J'ai déjà essayé de filmer la ville. J'étais vraiment pas douée. C'est pas pour moi. Et donc, c'est quelque chose qui vient d'une passion pour la montagne, pour la randonnée. Et en même temps, le fait d'apprendre en ayant une caméra en montagne et de faire « Ah, c'est quand même sympa de filmer ce genre de décor et tout. » Et après, de se rendre compte que tu peux en faire ton métier, quoi. Donc, je pense que ça vient de deux passions qui se sont mêlées entre elles assez naturellement, en fait. Ok. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que du coup, cette passion un peu nature est arrivée peut-être un peu plus jeune et la passion plus vidéo est arrivée un peu après. Comment ça c'est... Non, c'est arrivé en même temps? En fait, c'est surtout, je dirais que il y a la question de passion et il y a la question de est-ce qu'on peut en faire son métier. Et donc, la nature, oui, c'est arrivé assez jeune. C'est mon frère qui m'a emmenée en montagne à 20 ans et j'ai eu un gros coup de cœur. Et après, c'est devenu mon quotidien de partir en nature, de faire de la randonnée en autonomie, de filmer, de photographier la nature et de trouver ma patte artistique, d'ailleurs, à travers ces voyages-là qui se faisaient sur 5 jours, une semaine. Mais en même temps, le fait de vouloir faire de la vidéo, c'est quelque chose que j'ai su très très tôt. Genre au collège, j'ai su que je voulais faire des films documentaires. Mais précis. Très précis. C'est parce que j'aime pas travailler avec trop de monde. Et au moins, en documentaire, t'es tranquille. Et puis même, j'aime filmer ce qui m'entoure dans tous les cas. Mais je n'étais pas encore consciente que c'était un métier. Tu vois, c'est vraiment... j'ai eu du mal à comprendre que ça pouvait être un métier. Ça, c'était la première étape. Après, j'ai fait un stage, les stages de 4e, là, tu sais. Okay. Et moi, il m'a servi. Ça, c'est bien. Vous êtes 12 comme ça en France. Voilà, on est 12 en France. Let's go, les 11 autres, salut. Mais vraiment, où j'étais avec un photographe et il m'a dit « Mais si, la vidéo, ça peut être un métier et tout. » Et j'ai eu une révélation, je sais pas pourquoi. Et après, il y a eu la deuxième étape où tu es en études de cinéma et tout le monde te dit « T'arriveras jamais à travailler dans le cinéma. C'est bouché, c'est impossible, si t'as pas de réseau. » Et donc là, j'ai un peu perdu espoir. J'étais là, si je travaille dans la culture, c'est cool, on verra. Et en fait, au fur et à mesure, après... les choses se sont redébloquées et j'y ai cru à nouveau. Ok. Comment ça se fait? Tu penses que tu avais cette pensée qu'on ne pouvait pas forcément vivre de la vidéo? D'où ça vient ce truc-là? Des gens qui disent ça. Après, c'était surtout pas vivre du cinéma dans le sens, c'est un truc complètement... tu n'arrives pas à saisir qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le cinéma. Et moi, vraiment, j'étais en études théoriques, fac de cinéma. Et donc, du coup, même mes parents m'encourageaient, mais ils avaient du mal à comprendre mais qu'est-ce qu'elle va faire après. Et même moi, je ne savais pas trop. Surtout quand tu es en études théoriques et pas en école de cinéma. Encore une fois, c'est très différent. Et la vidéo, ça me semblait très, très distant de moi et je n'avais pas les clés. Et au final, au fur et à mesure... je les ai prises de mes proches ou avec des vidéos YouTube. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était accessible. Ok. Là, tu parlais justement d'école théorique. Ouais. C'est quoi la différence avec une école de cinéma? Dans une école de cinéma, tu vas vraiment apprendre à pratiquer, filmer, monter, réaliser des films et tout. Moi, j'avais vraiment surtout des cours sur l'histoire du cinéma, sur la théorie du cinéma, qui est autre chose que l'histoire du cinéma, sur... tout ce qui est plus écriture de film, écriture de critique de film, analyse de film aussi. En fait, tout le côté où tu réfléchis à un film qui est déjà fait. Ok. Et ça te plaisait, ça? Ouais, j'aimais trop. C'était trop bien. Et franchement, à partir de la L1, j'ai eu l'impression de plus aller en cours tellement mes cours, c'était juste... c'était pas forcément facile, hein, mais c'était regarder des films. Donc, quand t'es cinéphile...
et penser et réfléchir et parler de films, donc ça va quoi. Trop bien. Ouais, c'était trop Donc bien. ça dure quoi, 3 ans, non? C'est une licence J'ai fait licence et master. Ok, donc toujours dans la théorie? Toujours dans la théorie. Donc là, t'arrives en fin de master, t'as toujours pas trop touché à une caméra d'un point de vue études? En fait, j'ai fait 2 échanges au Québec et j'en ai fait un où déjà, il y avait beaucoup de Français, je m'y attendais pas du tout. C'était dans une université complètement perdue en Abitibi-Témiscamingue. J'ai pas compris la langue. Voilà, c'est normal. Et encore, je l'ai dit, mais pas trop vite. Et en fait, ils avaient beaucoup de matos. Ils avaient des Sony FS7 et tout. Et là, en fait, j'ai rencontré beaucoup de Français qui, eux, venaient d'une fac où ils faisaient beaucoup de pratiques et tout. Moi, j'avais le côté théorique, réfléchir davantage au cadre, à la réalisation et tout. Et en fait, comme ça m'a permis de commencer à apprendre via eux. Et puis souvent, même dans les cours théoriques, à la fin, le projet, c'était de faire un film. Et ça, c'était trop bien. Ça n'existe pas en France. Maintenant, du coup, je le fais faire à mes étudiants. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas connu pendant mes études en France. Et vraiment, ça m'a complètement débloqué là-dessus. Et j'ai fait un premier... moyen métrage documentaire en 3e année de licence au Québec. Donc j'avais déjà, à la fin de la 3e année de licence, vraiment quand je suis arrivée, mais j'étais nulle, en technique, mais ce qui était normal. Et à la fin de la 3e année, je savais monter sur Première, je savais faire un étalonnage correct, ça allait, quoi. Et je savais filmer avec une FS7... très correctement. C'était un projet que tu avais fait en solo ou tu étais avec une équipe là? Je l'ai fait avec une équipe. En fait, j'ai un petit peu cherché mon équipe dans la fac. Et du coup, on était vraiment... en gros, je l'ai fait avec 2 autres personnes de la fac qui étaient co-réalisatrices et qui s'occupaient plus du fond, du sujet du film. Et moi, je faisais plus la partie réalisation. Et après, j'ai amené d'autres étudiants aussi à travailler sur le projet. Ok. Parce que tout à l'heure, vu que tu nous as dit que tu n'aimais pas trop travailler en équipe, est-ce que ça vient de là un peu? Non, pas du tout. Non, c'est plus... J'aime bien travailler en équipe, mais en petites équipes. Par exemple, un tournage de film blockbuster, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'y mettrai jamais les pieds. Ou si, par curiosité pour regarder, mais je ne ferai pas partie de l'équipe. Je préfère vraiment de travailler en petit comité, en fait. Genre à 5 personnes, c'est très bien, quoi. Ok. Donc, tu es plutôt sur des films indés que du gros, des gros budgets. Complètement. Ok. Et donc là, donc tu rentres du Canada et du coup, tu as et l'aspect théorique et l'aspect pratique. Parce que, du coup, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, OK, je vais peut-être tenter mon aventure solo? Alors, à ce moment-là, je me dis, oh là là, j'arrive au moment critique où j'ai un diplôme d'une fac de cinéma qui, je ne sais pas à quoi il sert. Et donc, je n'ai pas tant de contacts que ça. J'ai fait un stage avant dans le milieu du festival de cinéma. Et là, je me dis, il faut que je refasse un stage. Et donc, du coup, en fait, j'ai contacté une personne avec qui j'ai travaillé. Donc, ce n'est pas du tout dans la vidéo, mais une personne que j'ai rencontrée qui est attachée de presse dans le milieu du cinéma. Et je lui ai fait, est-ce que tu peux me prendre en stage? Et j'ai fait un stage avec elle pendant 2 mois. Et en fait, après, elle m'a pris en CDI. Okay. Donc, j'ai commencé, en fait, directement, quasiment à travailler en rentrant de Montréal. Et je travaillais comme assistante attachée de presse pour des festivals de cinéma ou des sorties de films. C'était complètement calculé de ma part du fait que, en fait, quand tu travailles sur de la relation presse, en fait, pour un film ou pour un festival, en fait, tu vas être en contact avec les distributeurs, avec les réals, avec les médias, et en plus, tu vas aller potentiellement travailler pour des festivals, du coup, rencontrer tout le monde dans les festivals. Donc, je savais que pour moi, c'était une porte d'entrée intéressante pour me faire un réseau dans le milieu du cinéma indépendant, le cinéma qui m'intéresse surtout, et pouvoir un petit peu grappiller des contacts. Et surtout, en tant que réalisatrice, j'avais déjà cette idée de comprendre comment on fait exister un film indépendant après qu'il soit terminé. Ok. Donc, j'ai fait ça. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à, en gros, la pandémie, tout s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de sorties de films, plus de festivals. Et en fait, là, j'ai commencé à faire des petits contrats en freelance et tout pendant la pandémie. Et j'ai fait, c'est bien. C'était tes premiers contrats un peu free à ce moment-là? Ouais, c'était mes premiers contrats Parce free. Parce que pendant cette expérience-là, tu touchais pas trop à la caméra en fait. C'était plus. Ah non, c'était que plus de la relation, des mails et parler à des journalistes et tout. C'était pas du tout pratique. Et ça te manquait entre guillemets un peu ou ah non? Oui.
Oui, clairement. Pour moi, c'était vraiment qu'un passage. Okay. Mais je savais pas combien de temps il allait durer et la pandémie l'a fait durer pas longtemps. T'étais content du coup? Bah ouais, en fait, voilà. Après, je suis partie en freelance assez vite et je continuais à faire des petits contrats d'attaché de presse et des contrats de montage. Et puis, peu à peu, j'ai fait que du montage, puis des tournages. Et ça s'est lancé comme ça. Donc, tu t'es lancé pendant la pandémie? Ouais. Ok. Et comment ça a l'air de bien s'être passé? Non, j'étais pauvre. Je comprends. Parce que du coup, oui, c'est vrai que c'est pas le meilleur moment en soi, mais c'est très calme à cette période-là. Oui, bah c'est très calme, mais du coup, t'as du temps en fait, et t'as du temps, et puis il y a quand même. J'ai l'impression que les gens, ils sont plus ouverts à regarder ton travail aussi et tout. Enfin, genre, au-delà de me lancer en tant que vidéaste, je me suis lancée en face cam sur YouTube pendant la pandémie aussi. Et du coup, j'ai fait un petit peu les deux en même temps. Et les gens étaient plus alertes, du coup, à regarder du contenu, à soutenir et tout. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui se passait, vu qu'on pouvait pas sortir. Et puis, j'avais quand même obtenu quelques contacts, en fait, pour pouvoir faire des premiers... un contrat de montage, mais c'était nul, tu vois. J'étais payée 100 € et j'étais là, let's go, c'est incroyable. Mais il faut passer par là dans tous les cas au début, et ensuite, c'est des personnes qui sont revenues. Mais... Ouais, ça permet de concrétiser aussi un petit peu, de montrer que voilà, il y a un peu d'argent aussi là-dessus, tu peux faire quelque chose. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube, du coup, à cette période-là? Je voulais vraiment faire des vidéos sur YouTube depuis longtemps, mais j'osais pas du tout. Et en fait, à ce moment-là, j'avais beaucoup de temps. Et à ce moment-là, j'étais en couple avec Charles Chillet. Et donc, du coup, j'avais des très bons conseils directement en live. Et donc, il m'a quand même pas mal briefé et tout sur comment parler en face cam, etc. Là, tu me parlais justement qu'au début, tu n'avais pas trop ton style. Est-ce que tu sais aujourd'hui un peu expliquer le style que tu peux avoir sur YouTube? C'est pas facile comme question. Je pense que le style, il ressort de ce que les gens te font comme retour. Au début, par exemple, j'essayais d'être plus dynamique, de parler plus vite et tout ça. Et en fait, c'était pas très naturel. Même à un moment, j'ai fait des vidéos où je me suis mise en accéléré, mais genre pas beaucoup, tu vois, mais parce qu'on me disait que je parlais trop lentement, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est cool. Enfin, moi, je sais que j'aime bien écouter des gens ou regarder des vidéos de personnes qui parlent lentement, qui sont posées et tout. Et donc, du coup, mon style, je pense qu'il s'est défini par le fait d'assumer comment je suis face caméra, de le travailler aussi, parce que mine de rien, tu t'améliores à exister devant une caméra, ça vient pas en 2 secondes. Et mon style, je sais pas, mais je pense que c'est posé, quoi. C'est vrai. Mais du coup, moi j'aime bien, parce que du coup, ça va un peu en opposé de tout ce qu'on voit. C'est que, comme tu dis, YouTube, c'est très speed, ça va dans tous les sens, ça fait des jump cuts, des machins, ça zoome et tout. Et du coup, toi, c'est un peu une pause... tu vois, c'est plus calme, plus doux, plus agréable. Et en fait, c'est juste un peu agréable en fait, à regarder, sans que ça parte dans tous les sens. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on se lance, on a souvent tendance à essayer pas de copier un style qui marche, mais tu vois, essayer de rentrer dans le moule, quoi. Et toi, de par YouTube, de par aussi la partie plus vidéaste, freelance, etc., tu as assez rapidement voulu prendre ta voix à toi. Et c'est bien. Parce qu'il faut avoir un peu de courage aussi pour faire ça. Parce que du coup, tu n'as pas voulu, tu vois, rentrer dans un truc précis, quoi. Oui, après, pareil, c'était tellement difficile de ne pas être soi. Et même, j'ai très vite compris que même dans la vidéo, ça me ferait pas plaisir de faire des vidéos que j'aime pas, en fait, dans un style que j'aime pas, qui ressemble à ce qui se fait un petit peu, que tout le monde fait, etc. Donc très vite, j'ai eu ce réflexe-là aussi, qui vient aussi, peut-être du fait que dans mes études, j'ai appris à voir plein de cinéastes différents, de voir comment ils créent, etc. Donc le côté être différent, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui me faisait nécessairement peur. Ouais, alors je voulais qu'on parle un petit peu aussi de la production d'un film que tu as fait. Comment tu le définis, ce projet-là? C'est un projet très long. Mais c'est un projet de film documentaire. Je dirais documentaire de création, parce que vraiment, je vais mettre ma patte artistique pour le coup dedans à fond, même dans la façon de l'écrire, de le monter, de le tourner. Clairement, je mets ma subjectivité dedans complètement.
Est-ce que je dois te le pitcher En fait, ouais, pour ceux qui l'ont pas forcément vu, tu vois, comment tu peux expliquer ce film-là? Donc, c'est un film, je suis passionnée de montagne et aussi d'histoire du cinéma et d'histoire de la photographie. Et en fait, en faisant des recherches pour une vidéo YouTube, d'ailleurs, sur Alice Guy Blaché, qui est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, je suis tombée sur un article sur une femme alpiniste qui a vécu fin 1800 jusqu'aux années 1930 et qui a fait plein de premières ascensions. Et elle a photographié ses ascensions sur plaque de verre et c'est des photos incroyables. Et elle a aussi fait des films sur les sports d'hiver en 1898. Okay. Donc elle a filmé du bobsleigh, du patin à glace, etc. Et ça la positionne comme l'une des premières personnes à avoir filmé les sports d'hiver, s'y être intéressée aussi. Et elle a écrit aussi sur ses ascensions, sur son rapport à la montagne, au sport, à l'alpinisme. Et elle est complètement inconnue. Et là, quand j'ai découvert cet article, je fais mais il faut absolument faire un film sur elle, c'est trop intéressant. Donc j'ai décidé de faire un film documentaire où je raconte, je présente ce personnage qui s'appelle Lizzie Leblond. Elle est surnommée comme ça en montagne. Et en fait, je vais raconter dans le documentaire son rapport à l'alpinisme, à la montagne à son époque, et aussi comment et pourquoi elle le transmettait, notamment par l'image et aussi par des écrits, puisqu'elle a écrit en fait toute sa vie sur sa passion qui est l'alpinisme. Donc du coup, dans le film, il y a à la fois moi qui vais parler sur mon rapport en fait à la création, au fait de filmer la nature, et le fait que j'aurais aimé connaître cette femme-là avant. Et Lizzie va s'exprimer via en fait une actrice qui va interpréter en voix off ses textes. Donc il va y avoir vraiment un dialogue et le tournage est divers et varié. J'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai fait pas mal d'entretiens pour en fait un petit peu parler de cette Lizzie de façon on va dire sérieuse, des historiens de sociologie, de sociologues qui ont travaillé sur l'alpinisme, la place des femmes dans l'histoire du cinéma aussi. Bref, j'ai interviewé pas mal de monde et je suis aussi retournée faire une ascension en Suisse où la pointe, donc c'est pas le haut de la montagne mais juste en dessous, porte son nom. Et donc du coup, j'y suis allée. Ok. Voilà. Comment tu fais pour faire un documentaire sur quelqu'un où en fait tu as très peu d'images à montrer en fait? C'est une très bonne question. Et bien, en fait, ce qui est intéressant avec cette femme aussi, ça va être présent dans le documentaire, c'est que j'ai découvert toutes ces photos parce qu'un musée au Kansas, pourquoi on ne sait pas au Kansas, a numérisé toutes ces photos. Et là, donc en fait, quand je me suis un petit peu renseignée sur pourquoi ce musée au Kansas a toutes les photos de cette personne, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les albums photos, ou une grande partie de Lizzie était chez un collectionneur au Kansas. Il est décédé. Des personnes sont venues choisir des œuvres pour les mettre aux enchères. Et en fait, les albums, ils ont jugé ça inintéressant. Ils les ont jetés. Et en fait, des personnes sont venues vérifier ce qui a été jeté lorsque cette maison a été vidée. Ils ont trouvé les albums et ils les ont donnés à un musée au Kansas. Incroyable. Donc en fait, Lizzie, elle aurait pu partir à la poubelle complètement et littéralement, et ça a été sauvé de quelqu'un qui s'est dit mais c'est trop intéressant ces albums en fait, il y a trop de choses dedans. Et donc du coup en fait j'ai monté un partenariat avec ce musée qui m'ont donné en fait toutes les photos que je voulais. Donc il y en aura peut-être une 60aine dans le film qui vont apparaître en très bonne qualité, et en échange je vais leur faire une version sous-titrée anglais. De toute façon j'en avais besoin pour qu'ils puissent la mettre dans leur musée et présenter Lizzie à travers mon film. Okay. Donc du coup il y a de la photo d'archives, il y a aussi des entretiens, donc comme je t'ai dit tout à l'heure. Aussi, cette ascension qui prend beaucoup de place, c'est quand même une ascension à 4135 mètres, okay. Où j'étais très nulle. Mais ça va être intéressant. Ça va être un des premiers films avec de l'alpinisme où la personne est trop nulle et zéro charismatique. Mais... C'est bien parce qu'au moins tu te mets aussi dans la peau de ton personnage. C'est ça, exactement. Donc, il y a vraiment toute cette séquence-là d'alpinisme. Et il y a aussi des séquences un petit peu d'intro esthétique que j'ai tournées face au Mont Blanc. Enfin, voilà, il y a quand même une variété d'images. Mais vraiment, l'ascension va être au centre du film pour venir rythmer, en fait, le film. Ok. Quand, justement, tu mets le doigt sur cette histoire-là, où tu dis, OK, j'ai envie d'en faire quelque chose, c'est pourquoi tu dis... En premier lieu, je vais en faire un film. Tu vois, parce que toi qui fais de la création de contenu, tu aurais pu en faire une vidéo YouTube, tu aurais pu en faire pas mal de choses.
Parce que c'était trop gros pour une vidéo YouTube, en fait. Et j'ai rarement d'idées de films documentaires. Et quand j'en ai une, vraiment, je m'y attache. Et très vite, j'ai vu le potentiel de ce personnage-là et qu'on pouvait en faire un film hyper intéressant pour la mettre en avant et aussi sur toute la réflexion de comment on conserve les photos ou pas, etc. Et pour moi, ça, c'était au-delà d'une vidéo YouTube. Très clairement, ça s'est défini très vite. Ok. Et comment... donc qu'est-ce que tu fais ? Du coup, tu dis, ok, là, il y a un truc à faire. je vais en faire un docu. Ouais. C'est quoi les étapes après ? Alors, les étapes, beaucoup de crises existentielles. Mais les étapes après, c'est déjà de mettre ça sur papier, en fait, de faire un genre de pré-dossier de réalisation avec qu'est-ce qui est intéressant dans ce personnage, comment je veux le raconter, en quoi moi, je peux vraiment avoir un regard intéressant sur cette histoire-là. Bref, faire ce dossier-là qui s'appelle un dossier de réel. Et ensuite, deuxième étape, et que vraiment je conseillerais à toute personne qui veut faire des films, candidater en résidence d'écriture. C'est vraiment la clé, c'est ce que j'ai fait et j'ai candidaté dans une résidence d'écriture d'ailleurs dans laquelle tu pourrais toi aussi complètement candidater. Enfin, c'est Frames, j'imagine que tu connais le festival. Oui. Et en fait, ils font des résidences d'écriture, en tout cas à ce moment-là, ils en faisaient. Et tu as différentes thématiques. Et moi, j'ai candidaté à une résidence qui s'appelle Elles font YouTube du coup. Bon, celle-là, t'aurais pas pu candidater, mais il y en a d'autres. Et en fait, tu vas vraiment, pendant une semaine, si t'es sélectionné, travailler sur ton projet avec des mentors, en fait, qui sont du milieu, en fait, de la création web, pour le coup, mais qui vont t'encourager si tu veux faire un truc, pour le coup. Elles étaient complètement ouvertes à du long métrage. Enfin, moi, je voulais faire un court métrage au début. Et elles m'ont dit, mais non, c'est pas un court métrage, c'est un format moyen ou long, mais c'est pas un court métrage. Et en fait, tu vas vraiment t'entraîner à pitcher le film, redéfinir les axes. Tu vas beaucoup travailler avec les personnes qui sont autour de toi dans cette résidence pour un petit peu mettre... ton projet, clairement, tu vas le pitcher et puis il y a quelqu'un qui va faire « j'ai pas compris ». Okay. Et t'es là « non ». Mais du coup, t'es confronté à plein de personnes, plein d'avis, plein de regards. Et à la fin de la résidence, tu vas avoir une idée beaucoup plus claire de vers où tu vas. Et souvent, après, tu vas pouvoir le pitcher via cette résidence à des diffuseurs ou à des producteurs où tu peux obtenir un financement en plus. Ça n'a pas été mon cas, mais j'ai obtenu d'autres financements par un autre biais, et c'est grâce à la résidence que j'ai eu le contact de mon producteur avec lequel je travaille aujourd'hui. Ok. Donc c'est vraiment pour moi, quand on a une idée et qu'elle est solide, l'envoyer en résidence d'écriture. Ok. Et ça, c'est la première étape. Et après, il y en a plein d'autres. Mais justement, j'ai parlé un petit peu de financement. Est-ce que c'est dès le début, tu t'es dit, faut que je trouve des financements pour ce film-là ? Non, ce qui est assez drôle, c'est que oui, dans tous les cas, il fallait des financements parce que au début, je voulais pas faire une ascension et tout. J'étais là. Enfin, en fait, c'est vraiment venu pendant la résidence en mode mais si, mais fais une ascension et tout. J'étais là, ok, très bien. Mais oui, il fallait du financement parce que dans tous les cas, il y avait un budget de tournage qui était évident et j'ai eu le financement très vite. Ce qui peut paraître étonnant, mais en gros, j'avais gagné un concours pour une vidéo YouTube. J'avais rencontré quelqu'un du CNC qui m'avait dit « Est-ce que tu as un projet là ? Parce que tu as 2 jours pour déposer et peut-être que tu pourras avoir le financement. » Du coup, j'ai travaillé super vite pendant 2 jours à retravailler mon petit dossier. Ça, c'était avant la résidence. Okay. Et en fait, j'ai déposé ce dossier qui était du coup vraiment... En soi, il y avait déjà l'idée du personnage, il y avait déjà l'idée de travailler avec des archives et tout, mais c'était quand même vraiment les prémices du truc. Je l'ai déposé au CNC, Savoir et Culture, et j'ai obtenu le financement en fait. Trop bien. Donc avant même d'avoir un producteur et la résidence d'écriture, j'avais déjà le financement. Ce qui est assez rare. Ce qui n'est pas normal. Normalement, c'est vraiment dans l'autre sens que tu fais ça. Mais moi, elle m'a dit, c'est le moment, vas-y, tente, et je l'ai eu. Donc, Ok. Donc ça, c'était à peu près, tu vois, d'un point de vue chronologique, quand tu as entre l'idée, la réalisation, etc., il se passe combien de temps ? Il se passe trop de temps parce que quand tu commences du coup à essayer d'avoir des financements, etc., du coup, tout est plus long. Parce que tu es dans une attente et des fois, par exemple, entre l'idée et le moment où j'étais en résidence, déjà, j'ai candidaté une fois à la résidence, j'ai été refusée. J'ai recandidaté l'année d'après en ayant amélioré le dossier, j'ai été prise. Et donc, du coup, il s'est déjà passé 2 ans là, tu vois. Et là, j'arrive au montage.
Et il s'est passé 2 ans. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été refusée la première fois à la résidence? Parce que, en gros, ça me fait rire parce que c'est en lien avec un truc qu'on disait tout à l'heure. Mais en gros, il fallait faire une vidéo pitch de présentation du projet. Déjà, faudra toujours faire ça pour le CNC et tout. Faut faire une vidéo du projet où on pitch et qu'il n'y a pas forcément trop de coupes. Ok. C'est vraiment toi en face cam où tu expliques en fait ton projet. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai fait ça. Je l'ai présenté et j'ai demandé un retour à pourquoi j'avais pas été prise. Et je pense qu'elles ont peut-être compris, parce que c'était pas encore précis mon projet, que je voulais parler en face cam, un peu que ça allait être un docu un peu youtubesque, entre guillemets, tu vois, avec moi des fois qui parle en face cam et tout, ce qui n'était pas du tout le cas. Et en fait, elles m'ont dit que pour l'instant, j'étais pas prête parce que j'avais une voix trop soporifique. Ah ouais? Ouais. Ok. Et du coup, mais que c'était un super projet, etc. Et au final, l'année d'après, elles m'ont pris. Mais je pense que ma façon de parler les a pas convaincus. Ok. Ouais. Et justement, par rapport à ce refus-là, comment tu le prends, toi, à ce moment-là? Je le prends... Au début, je suis vexée. Après, je me dis, c'est pas faux. Ah oui? Dans le sens que je sais que voilà, je parle calmement, etc. Et à ce moment-là, c'était vraiment encore une période où je l'assumais pas et que je trouvais pas ça forcément intéressant d'assumer ça dans ma façon de parler et de m'exprimer. Donc, je me remets en question, déjà. Et deuxième réflexe, et je pense le plus logique, c'est OK, mais du coup, ça veut dire qu'elles ont compris que j'allais parler en face cam dans le docu, c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que mon dossier n'est pas clair. Ok. Donc, quelque part, je me suis pas plaint pendant longtemps, on va dire, et j'ai essayé de comprendre pourquoi elles avaient dit ça, parce qu'il y a forcément une part de vérité. Et effectivement, c'était pas clair dans le dossier. Donc, il y avait le dossier et le concept à retravailler à ce moment-là. Ok. Donc là, du coup, tu sais que tu as ça, entre guillemets, à retravailler, mais en même temps, je veux dire, il y en a pour qui peut-être qu'ils arrêtent le projet à ce moment-là. C'est possible. Ouais, mais toi, tu te dis quand même, j'ai mon truc, je veux y aller, quoi. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu le retravailles? Je le retravaille, j'essaye de fouiller encore plus, je commence à lire tous les écrits de Lizzie. Certains sont accessibles sur Internet. Ses mémoires, tu peux que les trouver en France dans 2 bibliothèques, à Paris et Lille, et que tu dois réserver en avance parce que c'est un livre très ancien, des années 30. Donc, du coup, c'est un peu dans une salle d'archives et tout. Donc, en fait, je fais toutes ces démarches-là pour vraiment continuer à travailler, en fait, et avoir plus de citations à mettre dans le film ou des choses comme ça. Parce que du coup, t'imagines que tu vas à la bibliothèque à Paris et tu prends chaque page en photo en mode on verra plus tard. Ah ouais? Ouais. Et après, du coup, tu recrées le livre en PDF chez toi. C'est que des trucs... Oui, c'est des choses comme ça qui font que après, tu as des infos que tu n'avais pas lors du premier dossier et quand tu recandidates, tu es encore plus clair, quoi. Ok. Est-ce que... deuxième candidature, il faut que tu fasses une vidéo aussi. Ouais. Est-ce que tu penses direct à dire OK, il faut que je fasse gaffe à ma voix, il faut que je parle plus vite et tu vois? Ouais. Ok. Donc du coup, c'était quand même je veux faire mon truc, mais en même temps, il faut que j'essaie de leur plaire aussi. Ouais. Ok. Mais en même temps, c'est juste une vidéo pitch. Après, sur place, tu t'en sers plus de cette vidéo-là. Donc oui, la deuxième fois, j'ai essayé d'être plus dynamique, etc. dans le pitch. Ok. Et du coup, tu as été acceptée? Oui. Très, très bien. Est-ce que tu leur as demandé ce qui a fait basculer un peu la décision ou quoi que ce soit ou... Je sais plus si j'en ai parlé avec elle, honnêtement. Mais je pense que c'était plus précis, quoi. Ouais, ok. Donc du coup, ça t'a bien servi. Ouais. Parce que du coup, tu as pu un peu développer un peu ce projet-là. Donc là, où est-ce qu'on est rendu actuellement dans ce projet? Alors là, on est rendu que j'ai tout tourné. Il y a juste une chose qui reste à tourner. En fait, c'est les photos. Je veux les présenter de façon un petit peu originale et j'aimerais les projeter, en fait. Les filmer, projeter et faire toute une mise en scène où ça évolue au fur et à mesure du film. Tu te rends compte qu'il y a un dispositif de projection. Parce qu'elle faisait aussi des conférences de ces photos, en fait, pour les présenter, genre pendant la démobilisation, par exemple, des soldats français. Elle faisait des conférences, Lizzie, sur l'alpinisme et elle montrait ses photos. Donc, je veux mettre ce dispositif en place dans le film. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais en soi, je peux monter le film sans ça parce que j'ai juste à glisser les photos et je remplacerai après par ce tournage-là. Je remplacerai les trous dans le montage. Donc là, il faut que je monte le film. Néanmoins, en fait, il y a un autre endroit... en fait, je peux demander de l'argent à la région sud et parce qu'il n'y a pas toutes les régions qui font web création.
des financements pour web création. C'est vraiment un bazar. Et donc, j'ai demandé l'année dernière, ce à quoi, donc en avril, donc ça va faire bientôt 1 an, j'ai demandé pour avoir un financement en plus. J'ai été pas refusée, mais ajournée. Donc, ajournée, c'est une bonne nouvelle. Entre guillemets, c'est qu'ils trouvent ton projet assez intéressant, mais qu'il y a des défauts dedans et que du coup, il faut encore le modifier. Donc, du coup, je vais redemander en avril. Et en fait, les défauts, là, pour le coup, c'est pas sur le projet, c'est pas sur le pitch. Ils ont dit, il est super, mais c'est sur la diffusion du film. D'accord. C'est pas encore assez clair. Ils veulent que le film, il ait déjà une promesse de diffusion pour donner des sous. Okay. Parce que j'ai pas assez d'abonnés, c'est de la web création. Si j'avais 100 000 abonnés, ils me feraient let's go, ça serait passé, tu vois. Mais là, vu que je n'ai pas d'abonnés, il faut que je justifie le fait qu'il y aura quand même une bonne sortie du film quand il sortira. Donc du coup, il faut que je redépose en avril, mais c'est vraiment, ça peut vraiment changer complètement l'économie du film sur la fin de sa réalisation pour bien payer les gens en post-prod et tout, et me payer aussi, parce que pour l'instant, je paye mon équipe, mais je ne me paye pas. Okay. Donc, du coup, pour manger, il faut que je fasse des contrats à côté. Donc, pareil, ça rallonge, en fait, constamment le temps. Donc, là, je m'approche de ce redépôt de dossier. Du coup, il faut que je refasse un dossier avec de la diffusion, enfin, une diffusion potentielle, mais probable, avec déjà des personnes qui sont intéressées par le projet et tout. Ça, c'est plus mon producteur qui le fait. Et en même temps, il faut que j'avance sur le montage. Donc là, c'est ce que je vais faire dans les 2 prochains mois. Ok. Il y a un truc qui m'impressionne, moi, là, quand tu me dis ça, c'est comment tu fais pour rester motivé après autant de temps, en fait. Parce que du coup, c'est un projet qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Là, tu as eu des histoires... Pardon. Une partie un peu administrative pour aller chercher du financement qui n'est pas passée. Donc là, tu dis, faut que je vais le lancer en avril. Donc ça va tout repousser, en fait. Comment tu arrives à pas te lasser d'un projet ou de dire, enfin, tu vois, de garder cette niaque-là, quoi. Ouais, je pense que c'est le fait de ne pas faire que ça. C'est le fait qu'à côté, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mes contrats qui me plaisent trop, j'ai le fait d'être intervenante, de donner des cours qui me plaisent trop. Et du coup, en fait, tout ça fait que ça rebat les cartes à chaque fois et tu te lasses pas, en fait. Si je faisais que le film et que j'étais au chômage, j'en sais rien, je serais déjà en dépression. mais là, en fait, le fait qu'il y ait plein de choses qui se passent tout le temps fait que je m'en lasse pas. Après, ce qui est frustrant, c'est vrai, c'est presque d'avoir une difficulté à passer du temps dessus parce que c'est secondaire, parce que tu te payes pas dessus. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire tourner son entreprise et bien vivre et pas... abîmer sa qualité de vie pour un projet artistique, ce que des cinéastes font, je pense clairement, des cinéastes indés. Mais moi, j'avoue que j'ai pas envie de ça. Donc, c'est juste ça où je dois faire attention. Mais je perds pas. C'est juste que du coup, c'est dans la longueur, quoi. C'est vraiment de l'endurance. Ouais, parce que là, sur le projet, entre l'idée et la publication, il y a combien de temps qui va se passer ? 4 ans. Je pense, honnêtement, c'est pas loin de ça. Hein. Okay. Mais c'est normal, hein, quand tu regardes, que tu questionnes des cinéastes, à partir du moment où tu commences à avoir une recherche de producteur, déjà juste ça, c'est une quête en soi, juste ça, trouver des financements, etc. C'est pas un film, ça se fait, sauf pour Quentin Dupieux qui fait un film par an ou 2 films par an, mais pour ceux qui ont la référence, mais sinon, ça met trop de temps, quoi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut bien réfléchir à ton idée, quoi. Oui. Parce que j'imagine que ça a le temps aussi de bouger. En 4 ans, il y a peut-être des choses qui te motivent plus que d'autres. En soi, il s'est amélioré, mais tu vois, par exemple, là, je me dis, j'ai pas interviewé de femmes alpinistes actuelles, et peut-être que si j'ai le financement en plus... je le ferai, tu vois. Okay. Et du coup, ça va rajouter un personnage, mais même ça... Enfin, un personnage, quelqu'un qui est interviewé. Mais même ça, je pense que je vais le voir pendant le montage en mode... est-ce que ça manque pas d'une femme qui fait ça ? Parce qu'en soi, j'ai plein de femmes dans les entretiens. Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais bon. C'était volontaire, ça ? Non. Mais en fait, celles qui parlaient des sujets qui m'intéressaient étaient des femmes. Donc voilà. Mais non, c'était pas volontaire. Ok. Est-ce que, tu vois, là, avec ton parcours, tu as fait quand même pas mal de choses. Il y a des choses si tu devais, tu sais, un peu revoir une erreur ou un truc comme ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais refaire différemment ? C'est une très bonne question. Enfin, les autres étaient très bien aussi. Tout le reste, c'était à chier, mais...
Non, je pense pas. Honnêtement, je pense que j'ai pris les choses dans le bon ordre et tout. Je pense pas, non. Ok, très bien. Ouais. Bah, c'est cool. 0 regret, c'est bien. C'est ça. Ok. Quand justement tu renvoies les gens vers ton travail, vers quoi tu les renvoies? Je les renvoie vers ma chaîne YouTube, Sophie C. Voilà, tout simple. Et vers mon Insta, surtout. Tu penses que tu vas quand même continuer à développer justement ta chaîne, tes réseaux, tout ça? Ouais, bah oui. Bah, c'est toujours compliqué de trouver le temps et tout, mais j'ai plein de vidéos en tête sur la réalisation de son premier film, sur aussi l'aspect vidéaste que j'ai envie de développer. Et puis j'ai plein de films de voyage à monter là, qui peuvent être très très beaux. Oui, c'est vrai que t'es parti en Nouvelle-Zélande et au Vietnam aussi. C'était comment? C'était incroyable. Mais c'est trop difficile à résumer. Bah, oui. Mais j'ai trop filmé et je suis pas encore revenue sur les plans là. Mais je pense que ça va faire de très beaux contenus aussi contemplatifs. Ouais, t'es parti combien de temps? 1 mois en Nouvelle-Zélande, 2 semaines au Vietnam. Ah vache. Soyez vidéaste freelance. C'est pratique. On peut faire des très longues vacances. Bah oui, ouais. Et après, du coup, t'as voulu tout... Enfin, je veux dire, tu disais que t'avais filmé pas mal de plans. Ouais. Est-ce que t'avais un but derrière ça, tu vois, Oui, bah déjà, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir vidéaste, c'est en filmant mes vacances, mes voyages. Et clairement, la Nouvelle-Zélande, tout particulièrement, c'est fabuleux et j'étais obligée de le filmer. Et j'ai vraiment tout un pan sur ma chaîne YouTube de vidéos juste de voyages contemplatifs, assez poétiques, etc. Et clairement, j'avais envie de faire du contenu comme ça pendant que j'étais là-bas. Et je pense que ça va être chouette ce que je vais faire. J'imagine un peu les plans que tu dois avoir. Ouais, ça, Vietnam aussi. Vietnam, t'as filmé aussi un peu là-bas? Ouais, j'ai un petit peu filmé, mais un petit peu moins parce que c'était souvent... C'était plus difficile au Vietnam d'être indépendant. T'étais souvent dans des groupes, dans des trucs organisés, etc. On a essayé de s'aventurer toute seule, mais en fait, ils parlent pas anglais nécessairement et tout, et c'est trop galère. Donc, c'est vrai que dans le cadre d'un groupe, je filme beaucoup moins. Okay. Mais je vais quand même faire une vidéo là-dessus, parce que même, il y a un sujet qui m'a hyper intéressée, c'est... que je me sentais pas forcément à l'aise de filmer au Vietnam parce que j'avais pas envie de faire une vidéo un peu sur l'exotisme du Vietnam et tout. Enfin, j'ai eu plein de réflexions en tant que vidéaste en étant au Vietnam que j'ai pas eu en filmant au Québec, en filmant en Nouvelle-Zélande et tout. Donc je pense que même plus ce que j'ai fait au Vietnam, ça va pas forcément être un film de voyage. Il y en aura peut-être un, mais ce sera anecdotique, entre guillemets. Je vends trop bien mes vidéos YouTube. Je vais faire une vidéo anecdotique. C'est du marketing, ça marche très bien. Ouais. Mais par contre, je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur comment on se positionne quand on veut filmer, par exemple, des personnes, je sais pas, une danse traditionnelle, des choses comme ça, où on se serait pas permis ça dans notre propre pays, tu vois. Et genre, je trouve que c'est des vraies questions et je vais faire du contenu là-dessus autour du Vietnam. Ok, hyper intéressant. Trop bien. Bah écoute Sophie, merci beaucoup. Bah merci à toi. C'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. Je pense que les gens aussi qui nous écoutent ont appris pas mal de petits tips, de petites astuces pour faire son film, pour faire ses réseaux, pour faire pas mal de choses. Dans tous les cas, je vais renvoyer les gens vers tes réseaux sous la description de la vidéo et du podcast. Donc, écoute, merci à toi pour ton temps. Et puis, on te souhaite de sortir ton film et qu'on puisse aller le voir. Merci. Et merci à toi de mettre en avant les petits créateurs. Tu l'as déjà fait. J'ai découvert Nico Sey grâce à toi, que j'adore. J'adore son contenu et c'est trop important. Donc, merci. Alors, avec grand plaisir. Moi, justement, j'aime beaucoup aussi mettre un peu les autres en avant. C'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui. Ouais. Et pour ça que j'aime bien avoir un format comme ça. Parce que ça évolue vite. Il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent et c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit que c'est moins intéressant. Et on a encore cette mentalité-là où en fonction du nombre d'abonnés de la personne, tu vas plus ou moins l'écouter. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis d'accord. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir justement des créateurs ou des youtubeurs, mais pas uniquement, mais qui ont aussi une patte et une vision qui est différente, qui est pas à chaque fois celle que je partage, mais qui est hyper intéressante à comprendre. Tu vois. Et du coup, c'est dans cette optique-là qu'on est là aujourd'hui, quoi. Et parfait. Donc, merci à toi d'être là. Et puis voilà, on arrête là-dessus. J'espère que notre échange avec Sophie vous aura plu. Si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse aller découvrir le travail de Sophie. C'est pareil dans les premiers liens en description. Et pareil, si vous voulez avoir un peu plus de détails de notre conversation, c'est aussi sur le podcast audio, donc qui est aussi en lien en description. J'espère que ce format-là vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.